bonsoir à tous. Alors, je me présente rapidement. Donc, c'est Christian Matumona. Plus fort, s'il te plaît. Pardon, parce que comme je... C'est mieux là? Oui, très bien. OK. Donc, c'est Christian Matumona. Donc, je suis un diplômé de l'ESSEC et de l'École centrale. Et j'ai commencé ma carrière, en fait, dans l'enseignement supérieur, donc dans l'éducation. J'ai fait une pige dans le consulting, mais ça ne m'a pas vraiment plu et je suis retourné dans l'éducation où là j'ai travaillé pendant de nombreuses années et j'y travaille encore d'ailleurs. Mais disons que le secteur de l'éducation et particulièrement le secteur de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui, comme le disait Dimitri, me tient à cœur pour différentes raisons, mais la plus importante, il me semble, c'est la noblesse que peut avoir cette activité quant à la divulgation de savoir à ceux qui nous suivent. C'est une présentation rapide de moi-même. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu donc, du coup, ce qui est MyDiela, pour commencer. Ensuite, je vais vous présenter le prototype qui est en cours de finalisation. Donc, vous m'excuserez, je vous demande déjà pardon par avance, parce que vous allez voir, il y a des choses qui ne sont pas vraiment terminées, mais en tout cas, il est fonctionnel aujourd'hui. Et c'est ce qui va c'est ce qui me permet c'est ce qui m'a permis de répondre favorablement à l'invitation de Dimitri, parce que j'estime que maintenant, on est en capacité de le mettre sur le marché dans peu de temps. Donc, du coup, je commence par, si je peux partager mon écran, Dimitri. Oui, c'est bon. OK. Mais avant que tu arrives à l'outil, raconte-nous comment ça se fait que tu en es arrivé à ce point-là. Ça a été quoi le déclic, le fait générateur? J'y viens dans mon PowerPoint. OK, ça marche. Je te présente le petit PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Oui. Oui, on le voit, le PowerPoint. Oui, c'est bon, oui. OK. Donc, MyDiela, donc alors pour le nom et pour la petite histoire, c'est ma mère s'appelle Diela, d'accord. Et donc j'ai rajouté MyDiela parce que c'est ma mère, tout simplement, d'accord. Donc le nom il est assez, voilà, il me tient beaucoup plus, il me tient à cœur en fait, puisque c'est ma mère. Ça veut dire quelque chose peut-être, non? Pardon? Ça veut dire quelque chose, la signification. Bonsoir. Oui, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'est l'intelligence. Ah, En langue lari. d'accord, d'accord. Donc, alors, l'éducation. Alors, pourquoi l'éducation? Donc là, le meilleur investissement, je n'ai pas mis de qui c'était, mais c'est de Warren Buffett, qui dit que le meilleur investissement au monde, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en préambule, l'éducation, ça a une certaine noblesse et les gens aiment se former et on le voit de plus en plus. En tout cas, moi qui suis dans le secteur, il y a énormément de monde qui commence, qui commence à se former et par différents moyens. Donc, les moyens traditionnels, c'était l'école classique, avec un professeur, une salle de cours et une institution. Et aujourd'hui, en 2020, c'est beaucoup plus dilué que ça. Vous avez toujours les écoles, parce que les écoles délivrent tout simplement des diplômes, et selon l'école, ça a une valeur. Mais vous avez d'autres acteurs qui arrivent et qui sont des acteurs digitaux, comme Udemy, comme Data Bootcamp, toutes ces nouvelles sociétés qui sont nées grâce au web et qui permettent de se former individuellement, personnellement. C'est la raison pour laquelle j'arrive à mon deuxième point, c'est que c'est un secteur finalement qui ne connaît pas du tout la crise, tout simplement parce que les gens ont envie
de se former et de manière continue. Alors, en France, on accuse un retard par rapport à ça, dans la mesure où, si vous voulez, pendant très longtemps, c'était je nais, je vais à l'école, je vais travailler et je meurs. Voilà, c'était ça le schéma. Moi, quand j'étais à l'école, c'était ça. Quand j'ai fait mon premier voyage d'études aux États-Unis, j'étais étonné de voir des vieux monsieur, en fait, de l'âge de mon père, qui étaient sur le banc de l'école. Et j'avais posé la question à mon professeur de stratégie. Il m'avait dit, en fait, ce sont des gens qui sont déjà directeurs ou qui ont des postes à responsabilité et qui reviennent sur le banc de l'école pour passer une étape. Donc, soit pour passer un MBA pour accéder au conseil d'administration, soit pour se former, c'est-à-dire se mettre à jour par rapport aux nouveaux procédés, aux nouveaux processus et au niveau de tout ce que la recherche peut découvrir. Donc, l'éducation à tout âge, vraiment, à tout âge, c'est un secteur qui, comme je l'ai dit, ne connaît pas la crise parce que les gens veulent et surtout aiment se former. Et je rajoutais une troisième chose, doivent se former pour rester compétitifs. Et là, je vais répondre à la question de Dimitri. Alors, comment cela m'est venu? Tout simplement parce que, en fait, en tant que directeur de projet en transformation digitale, et que je suis très concerné par tout ce qui est recherche en management, justement, il y a une mutation qui s'opère, me semble-t-il, sur le job de project manager, où on nous demande, en tout cas, moi je le ressens comme ça, d'avoir une compétence un peu plus technique, et notamment au niveau de la data. Moi, j'arrive souvent en entreprise et lorsque je commence à travailler sur des projets, la première chose que je leur demande, c'est est-ce que je peux voir vos données? C'est-à-dire, parce qu'en regardant leurs données, j'arrive à structurer leur entreprise. Et quand vous arrivez à structurer l'entreprise, vous arrivez à définir les process et ça vous facilite la vie après pour pouvoir apporter des recommandations et des réponses pertinentes aux clients. Donc, dans mon métier de project manager en transformation digitale, de plus en plus, on me demande en plus d'avoir des connaissances en Tableau, par exemple, qui est un outil de BI, en Power BI de Microsoft, etc. Donc, en fait, j'ai commencé par là. Donc, j'ai commencé par management de projet, de manager vos projets de transformation digitale. Ensuite, j'ai ajouté une compétence de data analyst. Et le troisième point, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc le prototype de mon logiciel, là où je suis actuellement, figurez-vous que, alors, on va dire qu'ils sont en retard, et c'est légitime, hein, parce qu'il y a encore des institutions qui sont au format papier. Et là, quand je parle je pense à une institution qui est une université, qui, lorsque vous allez sur leur site internet, que vous voulez tout simplement faire une admission, ben on va vous demander de cliquer ici, de télécharger le document formulaire, et donc du coup de le remplir papier et de le renvoyer. Donc en fait, ici aux Émirats, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de pouvoir rajouter encore une compétence qui est de mettre à disposition un logiciel pour les établissements. Alors, en premier lieu, c'était pour les établissements d'enseignement supérieur, puisque, comme je
pense que vous l'avez compris, je suis plutôt spécialisé dans l'enseignement supérieur. Mais j'ai quelques demandes de nursery. Donc, ce qui est pas mal et ce qui me fait un petit peu réfléchir sur la manière dont j'ai construit l'outil. Alors, donc MyDiela, elle a 3 activités. Enfin, j'ai 3 activités essentiellement, mais en fait, je résume ce que je vous ai dit. Donc, c'est le logiciel en full web qui est en cours de mise sur le marché. Donc, il y a de la direction de projet, de la chefferie de projet en transfo digital, et il y a l'analyse de données. D'accord. Donc là, je résume ce que je vous ai dit. Ensuite, il y a... Alors, j'ai sauté parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais là, vous avez un schéma qui vous illustre quel est le cycle de vie d'un étudiant. Et ça paraît tout à fait banal, mais je peux vous dire qu'à chaque étape, les process sont extrêmement compliqués à mettre en place. Et à chaque étape, vous avez différents acteurs, voire différentes solutions informatiques pour pouvoir gérer le besoin du métier. Donc, avant toute chose, un étudiant, il est prospect. Donc là, c'est la partie recrutement. Et là, vous avez des outils comme Salesforce qui en ce moment marche bien par rapport au recrutement des étudiants. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui est candidat. Donc, candidat, c'est-à-dire que le prospect a répondu favorablement à la demande, il a commencé sa candidature. Donc la candidature, il est en phase d'admission. Une fois qu'il a soumis sa candidature, l'équipe des admissions va contrôler son dossier et ensuite il y aura une étape de sélection pour voir est-ce que ce candidat-là est conforme à notre politique de recrutement, est-ce qu'il fit avec les valeurs de l'école. Et ça, c'est contrairement à d'autres industries, c'est une particularité de l'enseignement supérieur parce que si vous voulez, le prospect, qui est un étudiant in fine, c'est un client parce qu'il paye. Et certaines institutions, finalement, se permettent de choisir leurs clients. Et ça, c'est une particularité qui, moi, m'amuse beaucoup parce que finalement, il y a des gens qui peuvent être très mauvais et qui pensent qu'avec beaucoup d'argent, ils peuvent faire une grande école comme l'ESSEC. Eh bien non, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux faire l'ESSEC. Ça va être tes compétences, ça va être tes connaissances, ça va être tes connaissances, la manière dont tu réfléchis, etc. etc. D'accord. Donc ça, c'est une particularité de l'industrie de l'enseignement supérieur. Et ensuite, vous avez la troisième étape du cycle d'un étudiant, c'est donc l'inscription. Donc vous l'avez compris, après la sélection, donc il est déclaré admis, donc il va s'inscrire. Et là, c'est encore des opérations qui sont extrêmement lourdes. Et là, je crois avoir vu la responsable du registraire de l'ESSEC, avec qui j'ai collaboré pendant très longtemps, et je peux vous assurer que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je sais qu'elle est en train de préparer la rentrée 2021, déjà. Ensuite, une fois qu'il est inscrit, vous avez la pédagogie. Donc là, c'est tout ce qui est cours. Donc c'est ce qu'on voit en fait. C'est ce que l'étudiant, quand il arrive, voit, c'est-à-dire une salle de cours, un professeur, des tableaux, des tables, et puis il prend son cours. Il fait ses examens, et puis à la fin, la cinquième étape, la dernière étape du processus étudiant, il est diplômé ou non. Donc il faut
avoir ce schéma-là en tête, parce que beaucoup pensent que c'est extrêmement... finalement, c'est facile. Mais je peux vous garantir que c'est très, très, très compliqué en termes d'opération, et chaque entité, que ce soit le recrutement, du recrutement à la diplomation d'ailleurs, vous allez avoir des challenges qui sont extrêmement importants et dans le but, bien entendu, commun de l'institution. Une école, une grande école, une université, une business school, une école d'ingénieurs, c'est une entreprise. Alors, je sais qu'en France, ça fait débat, mais ici, enfin, en tout cas aux Émirats, non, ça ne fait pas débat. C'est une entreprise qui doit générer de l'argent, donc il faut faire le maximum pour pouvoir satisfaire aux exigences, aux besoins des étudiants, pour ne pas dire exigences. D'accord? Et donc là, je vous ai dressé un petit... Alors, c'est vraiment sommaire, il n'y a pas tout le monde, en tout cas, il n'y a pas toutes les entités, mais tout ce qui gravite autour. Alors, la pédagogie, c'est le cœur de métier. Donc, la pédagogie, c'est l'étudiant, un prospect quand il vient, c'est parce qu'il veut en retour un savoir, acquérir un savoir et in fine un diplôme pour pouvoir se prévaloir sur le marché du travail. Donc ça, c'est la pédagogie. Et la pédagogie, toute la force des universités, des grandes écoles, des écoles d'ingé, etc., toute la force se porte sur la pédagogie. Tout ce qui est innovation est sur la pédagogie. Vous avez des acteurs, et donc là, je vais commencer à faire le lien avec l'outil que je suis en train de mettre en place. Vous avez des acteurs qui sont spécialisés dans l'entité pédagogie, comme vous avez Blackboard, vous avez Canva, vous avez tous ces acteurs-là qui font de l'ingénierie pédagogique, qui peut être, alors pour vous donner un exemple, pour ne pas être trop abstrait, alors tout simplement, alors vous avez par exemple un cours de marketing. Dans ce cours de marketing, le prof va émettre des sujets, et ces sujets-là, les étudiants doivent se l'approprier. Et comment ils se l'approprient? Par la technologie, et le fait qu'ils vont pouvoir rechercher, enfin en tout cas l'école va mettre à disposition des ressources pour que les étudiants puissent rechercher très rapidement les réponses auxquelles le professeur a, enfin les réponses que le prof, alors pour répondre aux questions du professeur, pour faire simple. D'accord? Là, moi, mon outil, il ne va pas vraiment se porter sur la pédagogie. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des acteurs qui sont là et qui sont très, très bons et qui sont très puissants. Donc, ce n'est pas mon cœur de cible. Vous avez le recrutement. Le recrutement, j'en ai un petit peu parlé, notamment avec Salesforce. Vous avez beaucoup d'acteurs qui ne sont pas de manière originelle dans l'éducation. Mais comme je vous ai dit que l'éducation ne connaissait pas la crise, eh ben, tous ceux qui ont un peu d'argent et qui veulent augmenter leurs revenus, eh ben, ils foncent sur l'éducation. Donc là, vous avez, bon, je parlais de Salesforce parce que c'est le plus connu, vous avez HubSpot qui est aussi pas mal, mais qui est un peu plus petit. Et pareil, pédagogie et recrutement, c'est pas mon cœur de cible. D'accord ? Carrière Services, donc ça, c'est tout ce qui est le service relié à la relation avec les entreprises, tout simplement. Et là, pareil, c'est pas mon cœur de cible. Et je rajouterai un quatrième point, c'est la planification. Donc la planification, c'est les salles de cours, c'est les emplois du temps, etc., etc. Pareil, c'est pas mon cœur de cible. Les quatre que je vous ai cités
donc planification, pédagogie, recrutement et career services, il y a des acteurs qui sont déjà présents et qui sont très très bons. Et donc, je ne m'attaque pas à, pour l'instant en tout cas, je ne m'attaque pas à ces 4 pôles-là. Par contre, je vais m'attaquer à l'admission et au registraire. Alors, le registraire, j'explique très rapidement, c'est en entreprise, on peut le comparer à une direction des opérations qui va gérer après l'admission jusqu'à, on peut dire jusqu'à la diplomation, sans pour autant travailler côté pédagogie, en tout cas pour certaines entités. D'autres entités gèrent également la pédagogie. Et donc, moi, je me focalise sur ces deux-là, donc admission et registraire. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là avant que je passe au visuel du prototype? Alors, pour l'instant, dans le fil des questions, il n'y en a pas. Juste une Aurore Matt qui dit que c'est une très belle initiative. Donc, merci. Donc, tu peux poursuivre, je pense. OK. Donc, c'était mon dernier slide. Et là, je vais vous montrer le proto. Donc, là, vous avez un petit aperçu. Mais avant de vous montrer le proto, grâce à ADNRS, j'ai rencontré Emilia, donc l'étudiante en PhD qui vit à Londres et qui a le Cheetah Code Academy. Donc évidemment, comme c'est un peu de l'éducation, ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai travaillé avec ses élèves pour pouvoir travailler moi sur le côté front-end de l'application. Et je vais juste vous montrer ce qu'ils ont, juste la homepage, hein, ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est je le montre. Alors, je vais pas faire les étapes d'admission ni d'inscription parce que ce sont des process qui sont classiques. Ce sont des formulaires tout simplement à remplir. Mais je le montre parce que ce sont des étudiants qui n'avaient pas de compétences informatiques il y a quelques mois et qui ont réussi à faire ce visuel-là et que je trouve moi personnellement très très beau. Donc voilà, je voulais le montrer et faire un petit clin d'œil aussi à Dimitri ADNRS parce que c'est lui qui nous a mis en connexion avec Cheetah Code Academy. Alors, je vous ai montré juste un petit aperçu de l'outil. Donc voilà, ça c'est l'outil. Donc alors, je renouvelle mes excuses parce que il ne sera pas designé comme ça in fine, mais là pour la démo. Il faut juste que tu partages. Mais à l'écran, on l'a pas. Ah, pardon. Hop, je recommence. Ah bah non, du coup. Est-ce que c'est mieux là? Oui, là c'est mieux, on le voit. Oui, on le voit. D'accord, donc ça c'est le front-end développé par Cheetah Code, enfin les élèves de Cheetah Code. Ah, donc bah, derrière, elles ont fait tout un travail avec les différents formulaires, avec tout est dynamique. Enfin, c'est vraiment très bien. Mais je voulais montrer juste pour faire un petit clin d'œil. J'avais dit que j'allais parler de leur travail ce soir, donc je le fais. Bah, merci à toi parce que ça permet de montrer aussi que les after-work, les mises en relation, bah voilà, vous voyez à quoi ça sert. Hein. Là, c'est tout de suite, c'est concret. Et merci à toi, Christian, pour ce clin d'œil. Ouais, pas de souci. Et donc du coup, je vais basculer sur l'application. Donc voilà, ça c'est donc le visuel de l'application. Et alors comment est-ce qu'il est composé? Et quel est le fil directeur surtout? Donc le fil directeur de l'application, c'est qu'il est le logiciel, il est construit, en tout cas il est développé pour les utilisateurs fonctionnels. En anglais, ça sonne mieux. En français, je n'ai pas trouvé mieux. C'est réellement permettre aux fonctionnels, c'est-à-dire aux métiers, dans les opérations de tous les jours, de pouvoir customiser l'outil, de ne pas perdre de temps à devoir appeler un informaticien,
parce qu'il faut qu'il change la couleur ou parce qu'il faut qu'il rajoute un champ ou parce qu'il faut qu'il spécifie quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est la ligne directrice qui m'anime dans ce développement-là. Alors, je précise, avant de continuer, je ne suis pas développeur à la base. Donc, moi, j'apprends le développement. J'ai commencé il y a 2 ans. Et je m'y suis mis vraiment depuis à peu près 9 mois. Donc là, c'est le fruit de tout ce que j'ai mis, enfin de tout mon travail depuis 9 mois. Donc, comment est-ce qu'il est construit? Vous avez les différentes entités, donc vous avez différents menus ici. Donc, vous avez l'admission, l'inscription. Alors, j'ai rajouté l'académique pour les entités qui sont un petit peu plus petites et qui ont besoin de pouvoir créer des cours, de pouvoir inscrire des étudiants à des cours, etc. Vous avez la partie, le menu finance, ce qui permet de pouvoir... donc, alors, finance, je précise tout de suite, ce ne sera pas un logiciel qui va remplacer un logiciel de comptabilité, c'est juste account receivable. C'est de la comptabilité auxiliaire, voilà. On appelle ça de la comptabilité auxiliaire, c'est-à-dire j'encaisse et je décaisse, tout simplement. D'accord? Et après, vous avez le dernier menu, c'est le General Settings, où là, vous allez avoir ce qui va vous permettre de setup le système en entier. Et là, c'est pour des personnes, en principe, un peu plus aguerries, un peu plus techniques. D'accord? Donc, par exemple, là, si j'ouvre le menu admission, donc là, je vous ai dit que le fil conducteur, c'est construit pour les utilisateurs fonctionnels, en tout cas pour les opérateurs métiers. Là, le métier, il peut ajouter, il peut customiser. L'idée, c'est qu'il puisse, quand il le souhaite, customiser l'outil par rapport à son besoin à l'instant T. Je vous donne un exemple, parce que c'est du vécu. Pour créer un programme, il y a, donc là je vais parler spécifiquement de l'ESSEC, parce que j'ai travaillé là-bas, donc je vous donne un exemple concret. Lorsqu'il y avait une création de programme, donc la création de programme, elle se déclare au niveau du comité de direction. Donc, ce sont les professeurs un professeur décide de créer un programme. Ensuite, l'information, elle descend. L'information, elle va à la DSI. Donc, l'informaticien à la DSI, lui, il crée techniquement le programme dans la machine. Mais le programme, il a un tarif. Donc, vous avez le contrôle de gestion. Vous avez la comptabilité. Vous avez le registraire. Vous avez l'admission. Vous avez tous ces acteurs qui doivent valider pour que, in fine, vous ayez juste le settings d'un programme. C'est extrêmement long et l'outil que je propose va permettre de réduire les acteurs et le métier donc, qui est en charge, donc ça peut être le registraire par exemple, de gérer tout ce qui est création de programme. Il n'a pas besoin d'avoir un informaticien à côté de lui. Il peut le créer directement parce qu'il a reçu l'information et qu'elle a été validée en haut lieu. D'accord? Alors, ce sont des formulaires assez classiques. Vous avez, là pour le cas d'espèce, c'est Admission Track, c'est-à-dire, un exemple concret encore une fois,
c'est souvent dans les écoles, vous avez différentes voies d'admission. Vous avez celui qui sera là pendant 1 an, vous avez celui qui vient en échange universitaire, vous avez celui qui vient en double diplôme, vous avez celui qui vient que 1 semestre, vous avez celui qui vient que 2 semestres, etc., etc., etc. Et donc là, le métier, il peut très facilement créer sa voie d'admission et elle est automatiquement, après, elle est automatiquement reliée au front-end là que l'on voit et ce qui permet à ce qu'il y ait une fluidité de transfert d'informations entre le métier et la personne cible. Donc ça peut être l'étudiant, ça peut être le candidat, ça peut être pas le prospect parce que j'ai dit que je ne m'en occupais pas, je m'en occupais pas. Mais disons que on accélère le traitement, on accélère le processus de relation entre encore une fois le métier et la personne qui est l'étudiant. Et quand je dis étudiant, je raccourcis un petit peu, il faut entendre le candidat et l'étudiant. Donc, vous remarquerez que tous les modules ont un settings. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque module est indépendant et ils sont en même temps interconnectés. Alors, il y a une question de Stéphane qui demande est-ce que l'interface d'administration a elle été aussi réalisée avec les élèves de Cheetah-Code? Non, non, là c'est moi. Non, là c'est moi. Les élèves de Cheetah-Code ont fait la partie que je ne connais pas du tout. C'est tout ce qui est HTML et CSS. Et JavaScript aussi. JavaScript. Donc là, moi, je ne maîtrise pas du tout. Là, ce que vous voyez là, c'est du Python derrière. Toute la mécanique, en fait, toute l'ingénierie en Python. Et comme Python ne fait pas tout, il y a un peu de JavaScript aussi. Mais là, le JavaScript, il est entre guillemets, facilité par le framework qui supporte le langage informatique. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Il y a Serge qui a levé la main. Oui. Si tu veux, Serge. Oui, peut-être j'ai pas bien saisi tout à l'heure quand tu présentais dans le slide le modèle en fait de pricing de la solution. Donc, est-ce qu'il est fait sur un modèle finalement d'utilisation? Ça, c'est le premier cas. Peut-être une question plus en amont. Déjà, le modèle de déploiement, est-ce que c'est un mode finalement SaaS, web, client? C'est quoi le mode de déploiement et c'est quoi le mode de pricing derrière? Pour l'étudiant ou pour l'école? D'accord. Alors, c'est l'école qui prend en charge. Donc, moi, je ne traite pas avec l'étudiant. En tout cas, je ne traite pas avec le client de mon client. Donc, alors, sur la question du pricing, en fait, c'est une location. L'outil est une location où il y a un tarif pour la mise en service et un autre tarif pour, comme je disais que c'est une location, par étudiant. Oui, par étudiant. J'allais dire par user, mais pour faire plus clair, c'est par étudiant. C'est des licences? Pardon? C'est des licences utilisateurs? Oui, alors c'est très simple. Si vous êtes s'il y a 2000 étudiants, bah, ce sera 2000 fois 50 €. Descends. Alors, j'invente rien, hein, c'est ce qui se fait par ailleurs, mais ça permet une pérennité des revenus pour la solution. Et là, sur la deuxième question, concernant donc c'est du full web. Donc, le client il a juste besoin d'avoir accès à Internet pour pouvoir bénéficier de l'outil. Comme je sais que tu es informaticien, donc il sera hébergé sur Azure et ce sera du multi-tenant en fait. C'est multi-tenant. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au fait, ce sera un outil qui sera déployé
à l'ensemble des clients. Donc, s'il y a 10 clients, donc les 10 clients auront cet outil-là. Et l'avantage, c'est vous travaillez sur l'outil mère, entre guillemets, vous apportez une amélioration, vous développez une fonctionnalité, et automatiquement, les 10 clients qui sont derrière peuvent bénéficier de la nouveauté ou de l'évolution du système. Je pense avoir répondu. Ça, c'est très bien. Quelqu'un d'autre a une question? Alors, Serge, je ne sais pas si tu relèves la main ou c'est Stéphane, tu veux prendre la parole? Oui, je disais, enfin, donc ce que je comprends, c'est que ce sera une solution, on va dire, en mode SaaS. Donc, ça veut dire les données, en fait, des différentes écoles hein, qui vont peut-être, enfin, qui vont acheter la solution, elles auront leurs données un peu sur les mêmes serveurs. Donc, après, si elle te pose, hein, Christian, la question de comment faire pour s'assurer que bah, moi, mes données, il n'y a que moi qui ai accès. Alors, c'est des branches, en fait. Donc, comme je disais, c'est la même, simple, vraiment simple, c'est la même database, mais après, ce sera des branches qui seront indépendantes les unes des autres. Derrière, la base de données qui est derrière, c'est du PostgreSQL, donc qui me permet de faire je ne sais pas comment on dit ça en français, du multi-tenant, donc du multi-client. Et ce qui garantit, en fait, c'est ça qui garantit que les données des uns ne vont pas chez les autres. Les données du client ESSEC ne vont pas aller chez ESCP et ESCP ne verra pas les données de l'ESSEC. Le seul cas que j'ai vu où c'est arrivé, mais ce n'était pas grave, c'était juste au niveau d'un template, mais là c'était l'erreur d'un développeur. C'était pas l'outil, c'était le développeur qui a fait une petite erreur. Voilà. Mais non, c'est bien perméable. Alors les trois options sont possibles. Hein. On peut très bien, chaque client peut avoir sa propre database, son propre segment, etc. Par contre, après, c'est moi qui ai plus de boulot. Parce que ça veut dire qu'il faut que je maintienne pour les 10 clients à chaque fois la database. Et en plus, quand je déploie, je ne peux pas déployer en une fois et que ça se propage chez tous les clients. Je suis obligé de le faire pour chaque client. Et ça, c'est l'ancien. Ça, c'était le schéma d'il y a quelques années, quand on avait encore des clients lourds. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas et ça va beaucoup plus vite. Alors, il y a un an, c'était, voilà, il fallait l'expliquer. C'était, moi, quand je passais chez les clients, dans mon ancien job, voilà, on sentait quand même une certaine réticence parce que c'était pas trop sûr. Il y a eu le Covid, donc beaucoup ont dû passer en full web. Et là, voilà, cette question, elle se pose plus en fait. Alors, il y a Philippe qui dit, y a-t-il une possibilité de gérer les stages des étudiants par l'outil, tels les programmes d'échange, double diplôme? Je pense que la dernière partie, tu as répondu, mais sur la partie stage, est-ce qu'il y a possibilité de… Non, parce que, encore une fois, tout ce qui est, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, en fait, tout ce qui est recrutement, carrière service stage, donc ça, c'est l'école qui se connecte avec l'extérieur, et là, c'est plutôt CRM, il vous faut un CRM. Parce que derrière, il y a tout ce qui est gestion de rendez-vous. J'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé sur un CRM qui s'appelle Edonet. C'est un CRM français, j'en ai travaillé sur deux d'ailleurs, Edonet et justement HubSpot. Et ces deux logiciels répondent en tout cas à 80% du besoin des métiers qui sont le stage, etc. Alors, après avoir dit ça, le stage, il est intimement lié à la pédagogie. Parce que l'école envoie son élève
dans une entreprise. Donc, il va y avoir une notation. Il va falloir que le maître de stage entreprise évalue le stagiaire, etc. Donc, il y a une connexion qui se fait obligatoire entre un outil tel que je suis en train tel que le mien et tout ce qui est CRM. Et là, en fait, ça me permet de répondre, enfin, ça me permet d'enchaîner sur sur l'outil, je suis en train de travailler dessus, sur les API. Donc, en fait, les API vont permettre de pouvoir communiquer très facilement avec les systèmes qui existent déjà dans l'université, dans l'école, ou alors, si pour une école qui vient d'arriver et qui n'a absolument aucun système, de se connecter à autre chose que, par exemple, si une école prend mon système alors qu'ils n'ont absolument rien et que demain, enfin, après avoir pris mon système, ils veulent un logiciel de comptabilité, ben les API qui sont en train d'être faites vont pouvoir facilement plugger les deux systèmes et ça facilite le travail du métier. Il y a Stéphane qui dit, est-ce que tu peux développer la partie finance? À quoi ça correspond, le menu? Alors, la partie finance, vous avez dans les écoles, hein, c'est pas gratuit. En tout cas, oui, c'est pas gratuit, l'école n'est pas gratuite. Vous avez différentes étapes. Donc, vous avez la première étape, c'est les admissions. Donc, pour tous ceux qui ont candidaté dans des établissements, vous avez je ne sais pas combien c'est, je crois que c'est 160 €, je crois, en France, des frais de candidature. En fait, la finance, donc, alors finance, c'est pas très, alors il y a un mauvais nom en fait, c'est plutôt comptabilité auxiliaire, account receivable en anglais qui est un peu plus parlant. Ça va tout simplement permettre de setup des écritures comptables qui seront présentées au niveau du front page à l'étudiant, et l'étudiant va pouvoir payer les frais de scolarité ou les frais de candidature ou les différents frais qui existent. Alors, la comptabilité ayant ses règles, en plus là, moi, quand je suis dans un univers qui est émirati, mais bon, c'est anglo-saxon, donc je découvre la comptabilité anglo-saxonne. Si vous voulez, donc, hop là. Donc c'est assez simple finalement. Vous avez deux comptes en fait pour faire la comptabilité. La comptabilité, elle a des principes. Donc un des principes, c'est le principe de la partie double, c'est-à-dire que quand vous faites une écriture, il faut son contraire, donc débit-crédit, d'accord, pour que le solde soit zéro. Donc ici, si vous voulez, l'idée, ça me permet de faire une petite démo. L'idée, c'est que vous avez, par exemple, je suis un métier, je travaille à la comptabilité auxiliaire d'une école, et il y a un nouveau frais voilà, le board a décidé de facturer les livres. Alors, on va mettre à disposition des livres aux étudiants, et le board a décidé de facturer ça 50 € par exemple. Donc, le principe de la partie double, ça va être que vous allez créer votre compte. Donc, j'ai dit book. Donc, en comptabilité, ce sont des numéros de compte. On appelle ça des numéros de compte. Donc, je ne sais pas, je vais mettre 604. Ah, je ne l'ai pas setup. Bon, je ne l'ai pas setup. Ouais, je suis désolé pour ça. Mais alors, donc, pour répondre à la question sur le fond, c'est vous allez donc configurer des écritures comptables que vous allez pouvoir mettre à la disposition des étudiants.
Et comme ça, les étudiants vont pouvoir savoir combien est-ce qu'ils sont facturés, combien est-ce qu'ils ont déjà payé, pouvoir imprimer, je ne sais pas moi, je sais pas comment on dit ça, pas le relevé bancaire, mais la tenue de compte, etc. etc. J'aurais aimé vous faire un démo, mais je ne l'ai pas setup. Donc, alors, concrètement, aujourd'hui, pour cet outil, qu'est-ce qu'il manque pour qu'il puisse être mis sur le marché? Et voilà, est-ce qu'il y a des besoins en financement? alors, ce qui manque là, alors sur la partie admission et inscription, il est fini à 99%. Là, en fait, bon, pour tout vous dire, j'ai une erreur là parce que j'étais en train de le déployer justement sur Azure et j'avais des petits soucis, donc c'est pour ça que j'ai eu cette erreur-là. Mais donc, inscription et candidature sont faits à 99%, donc ça va être mis sur le marché dans quelques semaines. Par contre, en termes de ressources, j'évalue à 20 000 euros parce que ça, c'est vraiment ce que vous voyez là, c'est vraiment vraiment le baseline. C'est quelque chose qui est fonctionnel, mais qui est pas, qui tutoie pas encore l'excellence. Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé, enfin, j'ai un petit peu parlé technique, mais ce qui est dans le pipeline, c'est de la blockchain par rapport à tout ce qui est documents, qui est une problématique assez importante en Afrique. Pour avoir travaillé avec certaines personnes du Maroc notamment, ils disaient bon, les documents, on n'en veut pas parce que voilà, les faux, les usages de faux, etc., etc. Donc avec la blockchain, ça résout le problème. D'accord ? Mais pour pouvoir partir sur la blockchain, là, il me faut une expertise blockchain. D'accord ? Vous avez aussi de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai dit que le logiciel était développé sous Python. Pourquoi Python? Parce que c'est ce que j'ai appris et je l'ai appris parce que dans la data, c'était Python qui était c'est Python le langage qui fait foi. Et donc, possibilité de faire de l'intelligence artificielle aussi. Donc, il peut évoluer, quoi, en termes de solutions. Oui, ça va évoluer. Et j'ai pris beaucoup de temps pour le baseline parce que, en fait, le socle, c'est comme une maison. Hein. Si votre basement est solide, tout ce que vous construisez au-dessus, c'est que du bonus, quoi. Donc, alors, il y a Audrey qui demande est-ce que c'est ton design final ou il va y avoir des évolutions? Non, il va certainement y avoir des évolutions. Parce que par exemple, là, quand vous allez sur Settings, bon, il est comme ça parce que j'ai un petit souci de statique et CSS. Comme je l'ai dit, je maîtrise pas trop cette partie-là, donc je galère un petit peu. Mais par exemple, là, typiquement, ce sera pas comme ça. Je pense, ce sera des boutons avec les mêmes noms, mais lorsque vous cliquez sur le bouton, ça ouvre la fenêtre, et puis vous pouvez paramétrer, vous pouvez sauvegarder, etc., etc. D'accord. Bah, écoute, là-dessus, aujourd'hui, on comprend qu'en termes de produits, le développement, il est bien avancé. Il manque donc une partie à conclure et donc il y a un besoin voilà, d'investissement, de personnes qui pourraient peut-être accompagner. Est-ce que toi, tu ouvres tes parts ou est-ce que comment tu fais ça? Oui, avec une condition quand même, c'est un investisseur. Là, je parle d'investisseur, hein, je ne parle pas d'un investisseur qui est capable d'ouvrir certaines portes. Parce que un outil comme ça, là, si je fais, par exemple, si j'envoie des emails, si je fais du marketing, si je fais
du emailing, etc. Bon, j'aurais peu de chance. Généralement, ces outils, c'est comme les affaires en général, c'est beaucoup de réseaux. Donc, ce qui serait bien, c'est que cet investisseur-là soit aussi et un réseau que je puisse connecter pour faire parler du produit et faire pencher la décision de mon côté si l'outil est en ballottage, par exemple, entre cet outil-là et un autre outil. Et est-ce que tu as en cible des établissements pilotes qui pourront commencer déjà à tester cette application, soit aux Émirats, soit en Afrique, ou soit en France? Oui, aux Émirats, j'en ai même deux. J'en ai même deux. Et donc, ils sont capables. Enfin, j'attends en fait la décision, tout simplement. J'attends la décision pour partir sur un pilote. Et en Afrique, non, je n'ai pas encore. D'accord. Bah, si parmi nous, il y a des gens qui ont des connaissances d'écoles privées dans des pays où il y a l'électricité quand même un peu voilà, qui tient, ça serait bien voilà, de remonter l'information African Valley ou directement à Christian, vous qui connaissez, pour voilà, justement encourager de tester l'application. Et puis après, en effet, une fois que c'est concluant, derrière, de faire un appel de fonds pour certainement la partie marketing et puis déploiement. Hein, donc, Exactement. Il y a aussi du coup, tu me fais penser, il y a un autre truc aussi, notre ligne directrice que j'ai. Moi, je ne suis absolument pas pour le full développement de ce côté. Et ensuite, on le présente en disant qu'on a la meilleure solution parce qu'on a de l'intelligence artificielle, de la blockchain, etc. Là, si je vous le montre, même si je sais qu'il n'est pas entièrement fini, parce que maintenant, je veux le confronter. Et en fait, comme disait l'autre, c'est sur le terrain qu'on fait ses preuves. Donc là, maintenant, il faut qu'il rentre sur le terrain et qu'il soit éprouvé, qu'il soit critiqué pour qu'il puisse s'améliorer. Tout à fait. Non, mais c'est très bien, c'est du test and learn. Hein. Les Américains, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils n'attendent pas que la solution soit parfaite pour lancer le produit. Hein. Donc, et ça permet d'avancer de manière agile. Donc, en tout cas, vous tous qui êtes là, qui entendez, voilà, n'hésitez pas en tout cas à relayer l'information. Maintenant que vous avez entendu ce produit, parce que voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a une solution qui est en train d'être apportée voilà, pour permettre à ce que la problématique en tout cas de l'adhésion et la gestion dans la vie de l'admission de l'étudiant voilà, soit apportée. Donc voilà, ça a encouragé et en tout cas, nous, on soutient ce genre d'initiative. Quoi, hein. Et je conclurai par une chose, Dimitri, si tu me permets. Oui. Alors, ce que regarde en premier un prospect, avant de candidater, c'est bien entendu la qualité de l'école. Donc, c'est les accréditations, etc. Les alumni, enfin voilà. Donc, c'est la partie pédagogique. Ça, c'est la première chose qu'il regarde. Et après, il va regarder les annexes. Et bien souvent, les annexes, ce qui gravite autour de la pédagogie. Et bien souvent, ce sont les parents pauvres. Parce que comme je disais tout à l'heure, on se focalise énormément sur la pédagogie, parce qu'il faut innover, parce que c'est très innovant, l'enseignement supérieur est très innovant par rapport à ça. Et du coup, comme on met beaucoup d'efforts sur la partie pédagogique, ce qui arrive un petit peu à côté, enfin en tout cas, ce qui gravite autour de la pédagogie en pâtissent un petit peu. Et donc, après la pédagogie, ce qui vient tout de suite après, c'est l'image que vous avez de l'université. En fait, c'est comme une rencontre avec quelqu'un. Si vous avez, je ne sais plus comment on dit, je ne sais pas si c'est les 30 secondes ou les 15 secondes pour se faire une idée de la personne, etc., c'est pareil. Et vous avez des gens qui ont été admis dans des universités ou dans des écoles et qui ont vu le campus et ils ont dit non, je ne viens pas parce que le campus, il ne me plaît pas.
Si vous allez sur certains sites américains, d'écoles prestigieuses, vous regardez le processus de candidature, vous dites c'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer à quel... Enfin, vous pouvez pas imaginer. C'est vraiment entre guillemets, le cadet de leurs soucis, en fait. Alors que, pour certains étudiants, c'est devenu très important parce que quand on veut candidater et quand on se fait une image d'une entreprise et qu'on estime que cette entreprise elle est excellente, qu'elle est belle, qu'elle est dans le luxe, ou, etc., bah, on s'attend à ce que les services soient au top. Et dans l'éducation, beaucoup de services annexes à la pédagogie ne sont pas tout le temps, toujours au top. Voilà. Non, mais en tout cas, on entend bien cette solution et cette réponse que tu souhaites apporter à cette problématique. Donc, voilà, nous tous, on est là, on a entendu. Donc, n'hésitez pas à faire le relais auprès de vos connaissances qui sont dans l'éducation. S'il y en a qui voudraient être pilotes, ça serait top. Voilà, de pouvoir transmettre les informations à Christian pour que derrière, certains établissements puissent tester, des écoles privées, bien entendu, en premier. Mais après, plus tard, après, il y aura bien sûr l'école d'où on vient. on est quelques-uns, du coup, j'ai pu comprendre de l'ESSEC, là. Donc, pourquoi pas, après, une fois que les pilotes sont faits, bah, tu vois, de repartir, ne serait-ce que sur la partie exécutive, dans un premier temps, avant de viser la grande école. Donc, il y a énormément de choses, je pense, à faire en pas à pas, et pourquoi pas en Afrique. Si vous avez des connexions, voilà, il ne faut pas hésiter. Ça peut être… Alors, le cœur de cible, hein, enfin, en tout cas, c'est Moyen-Orient et Afrique. Voilà, c'est vraiment, je me focalise vraiment sur ces deux aspects. Et entre Moyen-Orient et Afrique, c'est plutôt Afrique aussi. Hein. Okay. Donc, non, on a des belles écoles aussi au niveau du Maghreb, hein, Maroc, Tunisie, voilà, il y a aussi des choses… Ah oui, non, il y a des très très belles écoles en Afrique. Il y a des écoles qui sont accréditées à ACSB, donc c'est vraiment… quand vous êtes accrédité à ACSB, c'est que vous êtes dans le top du top. Non, il y a de très très belles, écoles. Après, voilà, l'outil va peut-être leur permettre de mieux se structurer, de pouvoir évoluer, de pouvoir admettre un peu plus d'étudiants, etc., etc. D'accord, très bien. Bah, écoute, je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions avant qu'on conclue. Mais merci, Christian, donc, pour voilà, ce travail de présentation, puisque ça fait quand même un moment que tu travailles dessus. Et aujourd'hui, voilà, comme on dit, il faut se jeter dans le bain. Et à Evelyne Nickel qui t'a salué tout à l'heure aussi, en confirmant que vous étiez bien croisés. Donc, voilà, Evelyne, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Tu peux ouvrir ton micro avant qu'on conclue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci Christian pour cette présentation. Et je souhaite vraiment que tu réussisses, Christian, parce que c'est un beau projet que tu as et tu le mérites. Et si ça doit se savoir, Christian est un jeune homme plein de potentiel et je ne doute pas une seconde qu'il réussira, parce que c'est vraiment quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Enfin, moi, je le connais depuis sa jeunesse, en fait. Ça fait quoi, 15 ans, 20 ans que je te connais, Christian. Donc, il n'a jamais fait défaut. Donc, s'il y a quelqu'un sur lequel on peut compter, c'est vraiment Christian. Donc, Christian, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci. Ah bah merci, Evelyne. Ah bah nous, c'est pour ça, à l'African Valley, on croit aux game changers, on croit à tous ceux qui sont porteurs de projets. Et c'est pour ça que c'est important de faire savoir. Et donc, voilà, moi, j'ai confiance, en tout cas, à notre réseau. On va de toute façon donner des points d'information, des points d'étape sur comment avance le projet de Christian dès aujourd'hui, comme
on l'a fait pour d'autres projets aussi. Donc voilà, à partir du moment où on a comme ça des personnes qui veulent changer la donne, voilà, il y a un marché qui est clair, c'est voilà, le Moyen-Orient, l'Afrique. Donc voilà, si vous avez des contacts, voilà, n'hésitez pas, faites remonter. Et puis même dans les Caraïbes, n'est-ce pas Philippe? N'hésitez pas pour qu'on puisse voilà, tester cet outil et qu'on puisse en être fiers pour en tout cas voilà, ce beau projet qui touche l'éducation. Voilà, en tout cas, merci de votre présence. Merci d'avoir été présent ce soir. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une invitée qui va nous parler d'huile d'argan, donc Mouna, alors j'ai oublié son nom de famille, qui va donc nous présenter en fait sa démarche d'entreprise. Et soyez présents, ça va être aussi là aussi un parcours intéressant avec toutes les vertus que revêt en tout cas ce produit et aussi en tout cas le projet qui est derrière. C'est-à-dire non seulement c'est de commercialiser l'huile d'argan, mais derrière il y a un projet social de pouvoir en fait aider les femmes qui elles travaillent à la récolte de ces produits. Donc vous allez entendre en tout cas ce témoignage qui est vraiment formidable. Donc la semaine prochaine, donc rendez-vous à 19h sur donc nos Afterwork Game Changer by African Valley. Et merci encore à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci à Christian. Je te laisse le mot de la fin, Christian. Bah, écoutez, merci de m'avoir, c'est Dimitri de m'avoir permis de présenter ce que je fais. Et n'hésitez pas si vous avez des retours. Il y a eu un retour, par exemple, sur le design, etc. Donc, tout ce qui pourrait faire progresser l'outil, je suis preneur. Ok, très bien. Ok. En tout cas, merci à toi, Christian. Merci. De rien. Super. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je garde juste la team ADRNS sur l'écran. Merci à tous. Salut. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Ah.